Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui des 3 grandes crises qui sont en train de s'installer devant nos yeux et malheureusement on ne veut pas les voir, mais pourtant elles sont bien là. Tout d'abord bien sûr la crise immobilière qui n'arrête pas de s'aggraver, notamment sur la baisse des prix, on verra ça tout à l'heure. Les derniers chiffres qui viennent de sortir, c'est assez dramatique et pas seulement dans les grandes villes. On verra également cette récession qui est en train de s'installer, en particulier en France, des chiffres assez dramatiques malheureusement, mais encore une fois on se doit de voir la réalité en face. Et puis bien sûr l'euro qui est en train de repasser à la baisse vis-à-vis du dollar notamment, et puis on a une crise de la zone euro qui pourrait se produire dans les prochains mois. Donc voilà, d'où cette question très importante, quelle sera l'ampleur des dégâts pour ces 3 crises? On va voir ça dans le détail. Bien sûr, on terminera avec une bonne nouvelle relative néanmoins comme souvent, parce qu'il faut dire la vérité, mais on se doit quand même de garder l'optimisme. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour votre fidélité. C'est vrai qu'on a lancé la semaine dernière les abonnements premium, et ça fonctionne très très bien. Merci à toutes et à tous. Alors, juste un petit point de précision, parce que c'est vrai que des fois on ne voit pas où il faut s'abonner premium. Simplement, il faut mettre soit souscription, soit rejoindre. Ça dépend des configurations de vos YouTube. Donc voilà, c'est les onglets rejoindre ou souscription. Et puis bien sûr, vous pouvez vous abonner de façon tout à fait normale. Ça, c'est un grand plaisir. On a plus de presque 117 000 abonnés. C'est formidable. Ça doit évidemment continuer. Donc merci encore pour votre fidélité. Et je rappelle que pour les abonnés premium, il y aura bien sûr l'ensemble des slides que je vous distribuerai. Et puis parallèlement, on aura des chats ensemble 2 fois une fois tous les 2 mois précisément, et donc ça sera évidemment l'occasion de répondre à l'ensemble de vos questions, et je réponds bien sûr à toutes vos questions en exclusivité. Voilà pour le détail, encore une fois, merci pour votre fidélité. On va commencer tout de suite néanmoins, parce qu'on a beaucoup de choses à se dire, on a beaucoup de choses à regarder ensemble, et tout d'abord, évidemment, ces prix de l'immobilier. Les derniers chiffres de meilleurs agents viennent de sortir. Alors évidemment, c'est une moyenne, ça concerne les appartements ici, donc pour les villes de plus de 100 000 habitants, donc certains me disent oui mais chez moi ça ne baisse pas, etc. Alors voilà, ce sont les chiffres encore une fois officiels de meilleurs agents qui sont repris par les Échos un peu par tout le monde. Il y a une vraie, recherche scientifique pour avoir ces chiffres. Et donc que voit-on? Mais voilà, on commence par la ville la plus chère, c'est évidemment toujours Paris. Rappelez-vous, il y a encore quelques trimestres, on était à quasiment 11 000 euros du mètre carré. On est maintenant, vous voyez, 9 581 euros du mètre carré. Ça veut dire une baisse de 12,2% de baisse depuis le plus haut. Donc là, on a les variations en bas par rapport au précédent sommet. Regardez, Boulogne-Billancourt, 16% de baisse, Montreuil, 16% de baisse par rapport au plus haut. C'est vrai que ça fait flamber un petit peu n'importe comment, de façon excessive. Même Aix-en-Provence, où on maintient quand même malgré tout, j'ai envie de dire, pour l'instant, on évite la forte baisse, mais tout de même, moins 0,3%. Nice, moins 3,6%. Lyon, bien sûr, on est à quasiment 15% de baisse, vous voyez. Bordeaux, Rennes, Villeurbanne, Strasbourg, moins 5,7%. Donc des baisses assez importantes. Et même pour les villes où les prix n'avaient pas autant augmenté, où les prix étaient moins élevés que dans ces villes, on les voit ici bien sûr. Donc là ce sont les autres principales villes françaises. Regardez Lille, pourtant ça marche bien à Lille, globalement il y a une résistance, mais néanmoins par rapport au plus haut, les prix ont baissé de 4%. Montpellier idem, plus de 1% de baisse. Nantes, rappelez-vous, plus de 13%, c'était la ville où c'est le mieux vivre en France il y a encore quelques années. Et bien malheureusement, ça s'est complètement dégradé et les prix, évidemment, sont en train de s'effondrer. Marseille également, ça avait beaucoup augmenté, 8,4% de baisse. Toulouse, presque 7% de baisse. Toulon également, ça baisse un peu moins, mais néanmoins, on a là aussi un recul. Angers, Grenoble, Tours, Reims, voilà. Ce sont des villes qui ont vu les prix flamber complètement de façon un petit peu artificielle et aujourd'hui, on a un retour à la normale. C'est bien ça l'enjeu. Cette baisse des prix n'est pas dangereuse, elle est tout simplement normale. Ce qui était anormal, c'était la flambée des prix qu'on avait eu au cours des mois et des trimestres précédents. Donc là, on a simplement une reconnexion à la réalité. Donc en plus, il y a évidemment des phénomènes plus structurels qui expliquent cette baisse des prix. On les voit ici. Alors bien sûr, pourquoi cette baisse des prix? Voilà les principales raisons. Il y en a d'autres, bien entendu. Là, j'ai mis les principales raisons. Tout d'abord, donc, on a un dégonflement de la bulle immobilière. C'est vrai que les prix avaient trop augmenté par rapport à la réalité des revenus des ménages. Donc, les prix sont en train de baisser. On a une correction tout à fait normale. On a également une remontée des taux d'intérêt. Taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, des emprunts d'État. Donc, également, le taux de nos crédits, on les verra tout à l'heure, ont très fortement augmenté. Malheureusement, inflation oblige, on a une baisse du pouvoir d'achat, donc les ménages n'ont pas les moyens forcément ni de s'endetter, ni même de parfois rembourser leurs emprunts. Conditions d'accès au crédit également particulièrement compliquées, ça va un petit peu mieux depuis le début de l'année. Les banques ont un petit peu réduit, leurs normes un petit peu, qui étaient très rigides, mais néanmoins, comme vous le savez, qu'il y a une récession, bien, le coût du risque augmente, le chômage augmente, donc les banques n'ont pas le choix, elles doivent limiter là aussi l'octroi de crédit, donc il faut faire jouer
jouer la concurrence entre les banques, voire, je dirais, utiliser des agences, etc., qui vont vous permettre d'avoir ces crédits, parce que c'est de plus en plus compliqué de les avoir, évidemment. Alors, la nouveauté également, c'est qu'on a une crise immobilière sur l'ancien, mais également sur le neuf, hein, avec des coûts de construction qui ont très fortement augmenté. Beaucoup de bâtiments neufs, malheureusement, on n'arrive pas à vendre les appartements qui sont tout neufs. Voilà. Et donc ça, c'est des vrais problèmes pour les promoteurs immobiliers notamment. Bien sûr, sans parler des normes énergétiques, comme vous le savez, là aussi, il y a beaucoup de biens qui ne pourront plus ni être vendus, ni même être loués. Donc là aussi, ça va créer un problème sur le marché. Et puis, bien sûr, hein, augmentation de la taxe foncière, contraintes administratives en tout genre. Et donc voilà, tout ça participe à cette crise immobilière qui est en train malheureusement de s'installer. Si on voit graphiquement, bien entendu, la corrélation entre les prix de l'immobilier et les taux d'intérêt, eh bien, plus les taux d'intérêt baissent, plus les prix de l'immobilier augmentent, et plus les taux d'intérêt augmentent, plus les prix de l'immobilier baissent. C'est tout à fait logique, encore une fois. On le voit sur ce graphique. Donc là, je vous rappelle l'historique des prix des logements en France, les logements anciens. Évidemment, ça monte toujours, hein, ne vous inquiétez pas, même si on achète au sommet de la bulle, ça baisse ensuite et après ça repart à la hausse. C'est vrai que sur la dernière augmentation depuis 2016, on a eu 34% d'augmentation, et là on est autour des moins 2% de baisse pour l'instant. C'est encore limité, hein. Ça c'est une moyenne nationale selon les indicateurs des notaires, mais les notaires ne regardent bien sûr que les biens qui ont été vendus, hein. Donc c'est différent par rapport à Meilleurs Agents où là on a une vraie photo du marché effectif, hein. Mais néanmoins c'est en train de baisser, donc on le voit bien ici, la courbe rouge sont les taux d'intérêt. Quand la courbe rouge monte, ça veut dire que les taux d'intérêt baissent, et donc évidemment les prix des logements augmentent, et là voilà la réciproque, hein. C'est-à-dire que les taux d'intérêt ont augmenté, donc la courbe rouge a baissé, donc les prix des logements, la courbe bleue, vont eux également baisser. Je pense qu'on a encore, au moins au niveau national, 10 à 15% de baisse. Alors c'est vrai que les taux longs étaient montés sur le taux de 10 ans français, on était monté à 3,60%, on est redescendu à 2,50%, là on remonte à 2,8% au moment où je vous parle, parce qu'il y a toujours des craintes inflationnistes qui sont là, et donc les banques centrales ne pourront pas fortement baisser les taux d'intérêt. Donc les taux d'intérêt vont rester élevés. Alors justement, si on regarde les taux d'intérêt de vos crédits immobiliers, là également on fait toujours appel à Empruntis, il y a d'autres indicateurs, mais on voit bien que il y a une petite baisse, très légère baisse, hein, pour les bons emprunteurs, entre guillemets, donc depuis le début d'année, mais néanmoins, on reste sur des niveaux très élevés. Voilà, si vous avez le meilleur taux qu'on peut trouver aujourd'hui, c'est autour des 3,6% sur 20 ans, 4,2%, hein, c'est la moyenne, on va dire, et 5,3% pour les ménages, entre guillemets, les plus risqués. On voit l'augmentation, hein, depuis un an, mais si on regarde depuis plus longue période, depuis notamment encore jusqu'en début 2022, hein, finalement, regardez bien, cette augmentation est assez incroyable. Je rappelle que début 2022, on avait des taux d'intérêt entre 0,6 et 2% sur le taux d'intérêt à 20 ans. Ah ben, il fallait en profiter, bien entendu. Là, aujourd'hui, c'est extrêmement cher, donc beaucoup de ménages, malheureusement, ne peuvent pas s'endetter parce qu'ils dépassent complètement les cadres de surendettement, et donc ce qui fait que ça limite de facto l'octroi de crédit, et donc ça génère là aussi une baisse de la demande, et donc finalement une baisse des prix tout à fait logique. Et encore, c'est le conseil que je vous donne, bien entendu, hein. Si vous avez les moyens de vous endetter, vous avez un peu de cash, si vous pouvez acheter, eh bien n'hésitez pas à faire des propositions aux vendeurs avec une baisse de 10 à 15%. Malheureusement, souvent les vendeurs n'ont pas le choix, ils doivent vendre, et vous verrez, ça pourra passer. Et donc ça, c'est très important. Malheureusement, beaucoup de vendeurs n'osent pas aujourd'hui baisser les prix, mais mieux vaut prendre au niveau actuel, voire avec une petite baisse, que subir une très forte baisse, et là où on sera obligé de vendre à la cave, hein, comme on dit. Donc là encore une fois, il faut bien prendre conscience qu'il ne faut pas être trop gourmand. Et pour les acheteurs, là aussi, les crises sont des phases d'opportunité. Donc voilà, il faut faire des propositions. C'est la vie, hein, je dirais, de l'immobilier, la vie des marchés au sens large, la vie de l'économie finalement. Donc c'est ce qui est en train de se produire. Alors, ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est que, comme je l'évoquais tout à l'heure, hein, cette crise d'immobilier concerne également le neuf. Et donc on voit je dirais la demande de logement neuf qui est extrêmement basse. Et on vient d'avoir les chiffres de l'indicateur des directeurs d'achat pour de la construction justement en France. Regardez bien, ça vient de sortir ce matin. On a une très forte baisse ici. Voilà, c'est le graphique officiel. On est tombé à 39,6, ce qui est un plus bas depuis 2020, depuis la pandémie. Donc voilà, ce qui montre aujourd'hui, attention, le secteur de la construction va malheureusement beaucoup souffrir. Et justement, si on fait le parallèle avec le deuxième thème, la deuxième crise, à savoir la récession qui est en train de s'installer, notamment en France, eh bien voilà, hein, malheureusement, on a eu les chiffres donc des directeurs d'achat qu'on suit, comme vous le savez, tous les mois. Et vous connaissez l'enquête, il y a une barre à 50. Au-dessus, c'est la croissance. En deçà, c'est la baisse
de l'activité. Mais voilà, la baisse de l'activité est confirmée. Là, on a l'indicateur composite, c'est-à-dire tout secteur d'activité confondu au mois de janvier. Vous voyez, on est largement, on est à 44,6 exactement, on est largement sous les 50. Donc ça veut dire que la courbe bleue qui est le PIB, on a eu 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB, donc on a bien une récession. Je l'évoquais dans ma vidéo de la semaine dernière, qui a d'ailleurs très bien marché, qui a fait couler beaucoup d'encre, va-t-on dire. Eh bien, on voit que ça va malheureusement continuer. Le PIB français va encore baisser au cours des prochains trimestres. Et ça, on ne veut pas le dire, mais c'est une réalité. Alors, ce qui est dramatique, c'est que cette récession française s'opère malgré un redémarrage de l'activité économique au niveau mondial. C'est ça qui est extrêmement douloureux, extrêmement dangereux, puisque si on regarde l'ensemble des chiffres, donc le détail des enquêtes des directeurs d'achat au niveau mondial, eh bien c'est en train de s'améliorer. Regardez bien ce qu'on a ici, là c'est l'indicateur donc des directeurs d'achat au niveau mondial, la qualité est moyenne, parce que c'est j'ai fait un copier-coller du chiffre donc, qui vient de sortir, on est sur un niveau de 51,8 sur l'indice monde, indice composite, un plus haut depuis juin 2023. Donc ça veut dire que l'activité au niveau mondial s'améliore, et si on regarde maintenant détail donc pays par pays, le détail évidemment, on va voir que la France est très très loin de la croissance forte. Donc encore une fois, je vous rappelle l'enquête, une barre à 50, au-dessus c'est la croissance, en deçà c'est la baisse de l'activité. Donc plus on est au-dessus des 50, plus la croissance est forte. Et donc, comme cela s'observe depuis à peu près 2 ans, même plus depuis le corona, va-t-on dire, eh bien nous avons l'Inde qui est la locomotive de la croissance mondiale. Regardez, les chiffres sont encore en hausse, 61,2 au mois de janvier, un plus haut depuis juillet 2023, et après, il faut remonter à juillet 2013 pour trouver un chiffre aussi fort. Donc ça montre que là aussi, on a une dynamique de croissance qui est forte. Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Russie, ça ralentit un peu, mais on reste au-dessus de la barre des 55. Donc on a une croissance qui là aussi défie l'entendement, elle reste forte. Au niveau de la Russie, bien sûr, il y a l'effort de guerre, mais c'est vrai qu'on est très très loin de l'effondrement que certains avaient annoncé, parce qu'on n'en parle plus trop, mais la Russie continue de vendre effectivement ses matières premières à travers le monde. Donc le boycott, il n'a pas eu tellement d'impact, si ce n'est sur nous et sur l'inflation, bien entendu, malheureusement. Si on regarde ensuite les pays, on va dire, intermédiaires, et là aussi il y a des surprises, il y a des améliorations. Le Brésil, la croissance redémarre. Le Royaume-Uni, là aussi, c'est incroyable, 52,9. Bon, c'est pas l'euphorie, mais ça reste sur une croissance forte. Ça, c'est donc janvier 2024, donc une croissance qui redémarre. La Chine également, 52,5, c'est une petite baisse, mais c'est vrai qu'il ne faut pas les enterrer trop vite, ils ont encore beaucoup de réserves de change. C'est vrai que la Chine n'est plus la locomotive mondiale, elle a une croissance qui reste faible, mais néanmoins elle résiste bien. Et on a ensuite, évidemment, on le voit ici, les États-Unis, une croissance soutenue, un plus haut depuis juin 2023. Donc ça veut dire qu'on a une croissance qui a déjà été forte outre-Atlantique en 2023, et bien ça va continuer en 2024. Alors attention, là on passe de l'autre côté de la frontière. Alors là, c'est vraiment la limite, c'est-à-dire on est à la limite entre la croissance et la baisse de l'activité. On voit ici tout d'abord l'indice monde, on est à 51,8, donc c'est vrai qu'on l'a vu tout à l'heure, ça redémarre, mais ça reste quand même assez faible, même si c'est un plus haut depuis juin 2023, mais ça redémarre tout de même, ça veut dire qu'il y a bien cette dichotomie entre le monde et la zone euro et la France. Regardez, dans la zone euro, il y a des pays qui s'en sortent, par exemple l'Espagne, l'Irlande, même l'Italie a retrouvé le chemin de la croissance, 50,7 c'est juste, mais néanmoins, ça a retrouvé le chemin de la croissance. Le Japon, également 51,5. Alors évidemment, on cherche la France. Elle n'est toujours pas là. Alors vous vous souvenez que depuis le mois de juin, nous sommes la lanterne rouge en termes d'activité selon les directeurs d'achat. Le mois dernier, au mois de décembre, on avait été battu par le Canada qui était devenu la lanterne rouge. Alors est-ce qu'on est resté ou pas donc avant-dernier, ou est-ce qu'on s'est amélioré ? Eh bien non, et voilà, nous avons retrouvé notre poste, entre guillemets, notre triste place de lanterne rouge de l'activité économique mondiale. On le voit ici, vous avez donc l'Afrique du Sud qui est toujours sous les 50, l'Australie, oui, ça s'améliore un petit peu, mais toujours sous les 50, la zone euro, 47,9, ça va un peu mieux, mais c'est toujours là aussi en zone de récession, l'Allemagne, ça baisse, zone de récession. Le Canada, ça va un petit peu mieux aussi, mais c'est toujours en zone de récession. Et puis malheureusement, voilà la France, 44,6. Bonne dernière, un plus bas, si on enlève septembre-novembre 2023, un plus bas depuis novembre 2020 sur l'activité globale de la France. Donc ça montre bien que malheureusement, nous sommes dans une récession grave, dramatique, lourde de conséquences bien sûr, sur le chômage notamment, puis également sur les déficits publics. On a battu un nouveau record de déficit public, comme vous le savez, et ça va continuer malheureusement en 2024. C'est quand même extrêmement triste tout ça. Alors justement, là vous allez me dire, oui mais ce sont les directeurs d'achat, c'est Marc Toadji qui dit ça, est-ce que c'est vraiment vrai ? Alors voilà. L'importance, entre guillemets, des chiffres, c'est que depuis quelques jours sont sorties les nouvelles prévisions
et du FMI et de l'OCDE. Alors que disent-ils, notamment sur la France, mais pas seulement, sur l'ensemble du monde? On va voir ça dans le détail. Voilà, alors déjà, on part de 2023, je vous rappelle quand même les chiffres 2023, donc l'Inde 6,7% de croissance, la Chine 5,2%, donc le monde émergent 4,1%, le monde au total 3,1% de croissance, le Brésil 3,1%, la Russie 3%, chiffres du FMI, attention, ce ne sont pas des chiffres trafiqués, ce sont les chiffres du FMI. Bon, en espérant que les chiffres du FMI ne sont pas trafiqués, ça c'est un autre débat. États-Unis 2,5%, Espagne 2,4%, Japon 1,9%, puis après là on passe dans l'autre camp, entre guillemets, vous voyez, pays avancés, donc ce qu'on appelle le monde développé, seulement 1,6% de croissance, le Canada 1,1%, la Suisse, on demande souvent d'en parler, voilà, 0,9% de croissance, la France 0,8%, l'INSEE donne 0,9%, mais pour l'instant effectivement le FMI donne 0,8%, l'Italie 0,7%, Afrique du Sud, zone euro 0,5%, Royaume-Uni 0,5% et Allemagne moins 0,3%, donc qui ferme la marche, parce qu'en moyenne annuelle elle a eu une récession effectivement en 2023. Maintenant attention, pour 2024, que nous annonce le FMI? Alors encore une fois, donc des chiffres tout à fait officiels. On a toujours l'Inde devant, 6,5% de croissance. La Chine qui continue de ralentir, 4,6%. Donc pour la Chine, c'est pas génial parce que ça lui empêche justement d'avoir une dynamique de baisse du chômage. Donc c'est quand même un petit peu dangereux. Le monde émergent reste à 4,1%. Pour le monde, pareil, au niveau global, donc 3,1%, la Russie 2,6%, États-Unis 2,1%, voilà, Suisse 1,8%, vous voyez, ça s'améliore pour la suite, Suisse, Brésil, pays avancés 1,5%, Espagne 1,5%, Canada 1,4%, et c'est la surprise, parce qu'avant le FMI annonçait 1,3% de croissance pour la France, donc il a révisé à 1% de croissance pour 2024. Je vous rappelle que le gouvernement français annonce encore 1,4% de croissance pour 2024 en France, donc si on est à 1%, comprenez qu'évidemment, on ne va pas remplir les objectifs de réduction des déficits, et encore moins de la dette, et encore moins de baisse du chômage, encore moins de plein emploi. Vous voyez, ça c'est encore une fois la réalité des chiffres. Japon 0,9, zone euro 0,9, et donc Allemagne, c'est l'Allemagne qui ferme la marche 0,5, le Royaume-Uni a seulement 0,6, ce qui tranche, comme on l'a vu tout à l'heure, avec les bons chiffres qu'on a eu des directeurs d'achat. Peut-être que le FMI n'est pas encore, je dirais, à la page, entre guillemets, n'a pas vu les derniers chiffres directeurs d'achat, mais enfin bon, ça c'est encore une fois le FMI. On va voir maintenant l'OCDE. Alors là, attention, l'OCDE c'est encore pire pour nous à la France. Je ne reviens pas dans le détail, c'est un petit peu moins des chiffres de croissance un petit peu moins élevés que pour le FMI. Voilà 2,9 au niveau mondial, 2,1 pour les États-Unis, 6,2 pour l'Inde, 4,7 pour la Chine. Et voilà, là c'est la grosse surprise, regardez, pour la France. Le OCDE, donc organisme donc tout à fait officiel des pays développés, va-t-on dire, annonce seulement 0,6% de croissance pour la France pour 2024. Mais encore une fois, c'est pas moi qui le dis, ce ne sont pas les directeurs d'achat, ce ne sont pas des complotistes, c'est l'OCDE. Donc il faut encore une fois regarder la réalité en face. Malgré que le gouvernement français ne veut pas le faire et nous dit que tout va bien dans le meilleur des mondes, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Vous voyez qu'il annonce 0,7 pour le Royaume-Uni, un peu plus, 1 pour le Japon, 0,9 pour le Canada. Bon, ça reste quand même une situation compliqué en particulier pour la France et d'ailleurs qui corrobore nos prévisions. Donc, voici maintenant nos prévisions donc d'ACDFI que l'on va voir ici pour 2024. Donc pour l'Inde, on est sur plutôt 7,1% de croissance. Vu les chiffres qu'on a en ce moment, il y a une croissance très forte en Inde. Au niveau mondial, par contre, ça ralentit plutôt, on est autour des 2,2%. Donc c'est vrai qu'on est un peu moins optimiste, en particulier sur l'Asie, sur certains pays africains, etc. Alors que le FMI et l'OCDE voient des croissances très fortes. États-Unis 2,2, Russie 2,2. Voilà. Et Royaume-Uni, par contre, là on suit les chiffres qu'on vient d'avoir des directeurs d'achat, plutôt 1,7, donc on est au-dessus de ce qu'avait annoncé le FMI ou l'OCDE. Pour la France, voilà, on est à seulement donc 0,5% de croissance. Pour la Suisse, on est à 1,8. Pour nos amis belges également, on sera autour des 0,7% de croissance, un peu mieux qu'en France. La zone euro 0,4 et l'Allemagne seulement 0,2% de croissance. Le Canada 1,1% de croissance, ça reste mou mais ça redémarre. Je pense également à nos amis canadiens qui nous regardent, du Québec notamment. Et donc, merci pour votre fidélité également. Et donc voilà, la France, 0,5% de croissance. Donc comprennent nos prévisions, celles de l'OCDE ou celles du FMI, on est très très loin des prévisions officielles du gouvernement, donc il va falloir qu'il revoie à la baisse sa copie, et donc parallèlement, les déficits publics vont encore augmenter, la dette publique va évidemment encore augmenter. Et plus fondamentalement, le danger, c'est qu'on a aujourd'hui affaire à une crise de la zone euro, vous voyez, parce qu'on le voit, on a une croissance qui redémarre un petit peu partout dans le monde, mais malheureusement, au niveau de la zone euro, ça continue de rester faible, ça continue d'être en récession, et on a eu les chiffres la semaine dernière, on a vu l'écart entre les États-Unis et la zone euro, regardez bien, croissance américaine, on est monté à 3,1, zone euro, on est à 0,1% de croissance. Il y a donc 3 points d'écart. Voilà l'écart de croissance donc, annuel entre les États-Unis et la zone euro depuis 1995. Donc, quand on est au-dessus des zéros, c'est à l'avantage de la zone euro. Il n'y en a pas beaucoup, des phases. Il y a eu un petit peu donc, en 2022 et encore. Et puis là, ça y est, ça repart à la baisse,
3,0 points exactement, précisément d'écart. C'est quasiment du jamais vu, à part la période évidemment de pandémie de 2020 où là, il y avait des petits écarts temporaires. Donc voilà, c'est quand même particulièrement douloureux. Alors si on regarde sur longue période, attention, je vous préviens, graphique très dur à supporter pour nous, les habitants de la zone euro. Voilà. Depuis 1995, on a ici l'évolution du PIB, donc évidemment hors inflation, ce qu'on appelle réel, donc en volume. Voilà, entre les États-Unis et la zone euro, regardez bien, depuis 1995, le PIB américain a augmenté de 101,3%, alors que chez nous, 50,8%. Du simple au double, pour faire simple. Donc on se rend compte, on n'a pas créé la zone euro pour ça, je suis désolé. Donc on se rend bien compte que la zone euro n'arrive plus à générer une croissance forte. Alors on est très bon pour mettre des normes, pour empêcher de tourner en rond, mais malheureusement en termes d'activité économique et également de chômage, on est très très loin de ce qui se passe outre-Atlantique, même si les États-Unis ne sont pas le modèle, bien entendu. Mais si on veut concurrencer et devenir la locomotive du monde, il faudra battre les Américains, il faudra remplacer le dollar. Donc là on voit bien qu'on en est très très loin. Et malheureusement, ça va durer. Si on voit les derniers chiffres des indicateurs des directeurs d'achat, vous voyez, c'était les États-Unis, là c'est la zone euro, là aussi avantage à l'oncle Sam. Dernier chiffre qui vient de sortir, l'indicateur de confiance des ménages, ça a boosté très fortement donc en janvier aux États-Unis, alors que nous c'est reparti à la baisse. Donc c'est vrai qu'on a un écart, même si c'est pas la même échelle évidemment. Vous voyez, généralement ça suit plutôt bien la courbe rouge et la courbe bleue. Là on a cet écart entre la confiance dans la zone euro qui reste très faible, qui est reparti à la baisse au mois de janvier, et la confiance donc aux États-Unis qui reste très élevée. Donc ça, c'est particulièrement coûteux, particulièrement dangereux. Et donc, si on a plus de croissance aux États-Unis que chez nous, la Réserve fédérale américaine va certainement maintenir les taux d'intérêt élevés, alors que nous, on va devoir les baisser obligatoirement, j'ai envie de dire, ce qui veut dire que l'euro qui est en train de baisser pourrait chuter à 1,05 $ pour un euro assez rapidement. Au moment où je vous parle, on est autour des 1,0740 $ pour un euro. Voilà. Donc là, c'est l'écart de taux d'intérêt. Pour l'instant, on a un point d'écart. Mais si la BCE baisse les taux d'intérêt avant la Réserve fédérale américaine, ce qui est très probable, à ce moment-là, l'écart va repartir à l'avantage encore des États-Unis. Donc, ce qui va faire baisser l'euro face au dollar. Donc, on tape sur 1,05 $ pour un euro. Dans le meilleur des cas, j'ai envie de dire, d'ici l'été prochain. Donc voilà la difficulté. Alors dans ce contexte-là, évidemment, si on a une BCE qui baisse les taux d'intérêt, bon, c'est sûr que ça va faire baisser l'euro, ce qui va faire générer une augmentation de l'inflation. Mais en attendant, c'est vrai que c'est la bonne nouvelle du jour. On a eu donc les chiffres de l'inflation de la zone euro et de la France pour le mois de janvier, la première estimation, et ça continue de baisser. Voilà, même si c'est reparti à la baisse dans la zone euro et en France. Alors au niveau harmonisé Eurostat, on est à 2,8% dans la zone euro, 3,4% en France, c'est la courbe rouge ici. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, bien sûr, mais attention, c'est l'inflation qui baisse, les prix ne baissent pas fortement, on n'a pas retrouvé les prix d'avant la flambée, et le pire, c'est que malheureusement, si on regarde la France, voilà pourquoi la bonne nouvelle est tout à fait relative, les prix continuent d'augmenter dans l'alimentation, dans les biens qu'on consomme au quotidien. Donc c'est ce qu'on voit là, regardez bien, encore 0,3% d'augmentation des prix au mois de janvier 2024. Et donc on a donc une hausse de 22,2% depuis janvier 2021. Voilà, en 3 ans, 22,2% d'augmentation. C'est évidemment particulièrement dramatique, parce que ça, nous le payons au quotidien, et on a beau nous annoncer des baisses de prix, on ne les voit toujours pas. Ça finira par arriver à cause de la récession, mais donc pour une mauvaise nouvelle, donc il faut rester très prudent sur l'inflation. Et en plus, si l'euro baisse, ça va générer une augmentation de l'inflation importée, donc ça va maintenir l'inflation sur un niveau élevé, ce qui va empêcher la BCE de baisser très fortement les taux d'intérêt. Voilà, encore une fois, toutes ces mauvaises nouvelles sont liées aux erreurs de nos dirigeants, que ce soit politique budgétaire, politique monétaire, et donc ce qui fait que nous payons toutes ces erreurs aujourd'hui. Espérons qu'un jour on arrivera à prendre le taureau par les cornes, à prendre les bonnes mesures que j'évoque souvent dans mes vidéos, et encore une vidéo il y a 3 semaines que j'avais fait sur ce thème, donc n'hésitez pas à la regarder. Et donc voilà, espérons qu'on y arrivera, qu'on sauvera notre douce France et l'ensemble de la zone euro avec. Merci en tout cas de votre fidélité, vous êtes formidables, continuez comme ça, portez-vous bien, et donc surtout à très bientôt. Merci beaucoup.